Bon, cet appareil photo, on peut pas changer l'objectif. On peut pas faire de zoom. On peut faire des vidéos, mais on peut pas brancher de micro. Ah, et il y a qu'un seul slot de carte SD dessus. Voilà, c'est un peu limité, hein. Pourtant, cet appareil photo, il coûte 6 000 €. Et je l'ai acheté. Voilà. D'où ma question, est-ce que ce Leica Q3 il est 100% surcoté? Est-ce que c'est un piège à... On va essayer d'y répondre dans cette vidéo, parce que ça fait maintenant pratiquement 6 mois que je l'ai acheté, et je pense pouvoir vous donner un petit peu des éléments de réponse. Et finalement répondre à cette question, est-ce que ce serait pas finalement l'achat le plus inutile que j'aurais fait en termes de matériel photo vidéo? Alors on va remettre les choses un petit peu dans le contexte. Il y a quelques mois, j'avais fait un test du Leica Q2, donc la version précédente du Q3. J'avais jamais eu de Leica entre les mains. J'avais envie de voir un petit peu pourquoi tout le monde disait que Leica c'était si incroyable, et surtout, est-ce que ça justifiait un prix aussi délirant? J'avais testé ce Leica et ça m'avait mis un petit doute quand même, un petit truc. Je me disais, ça serait peut-être intéressant d'en avoir un. Et bah, le Q3 est sorti, j'ai craqué dessus. Je vous avais fait un unboxing d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'avais envie en fait de faire de la photo, de faire de la belle photo, mais de la photo pour moi. Et quelque chose d'un petit peu minimaliste, je voulais un appareil dédié à ça. Donc le Leica Q3, de par son form factor, m'a paru être une bonne idée. Chère idée, mais bonne idée. Et je précise que je voulais faire de la photo avec, hein. C'était pas pour faire de la vidéo, vraiment je l'ai acheté pour faire uniquement de la photo. Alors à cette époque-là, tout le monde m'a dit ouais, mais le Fuji X105, le 6 n'était pas encore sorti, c'est la même chose pour 5 fois moins cher, ou 6 fois moins cher, ou 4 fois moins cher, je sais plus. T'es un gros pigeon, Leica c'est 100% surcoté. Alors je vous expliquerai comment j'ai réussi à m'acheter cette bestiole-là, cette petite bête, en fin de vidéo, parce qu'évidemment je ne l'ai pas payé 6 000 €. Mais revenons à nos moutons. Mes premières impressions sur cet appareil photo, c'est que vraiment, en fait, ça respire la bonne fabrication et la solidité. On est sur vraiment du tout métal, c'est hyper costaud. Les boutons, attends, voyons, tu vois, assez satisfaisant. Ça respire la robustesse, fabrication allemande, c'est quand même très très bien foutu. On a des belles finitions, c'est au niveau des premières impressions, on se dit on a un truc quand même très très cool entre les mains. Quand on met un œil dans le viseur, effectivement on est de suite bluffé parce qu'il y a une science des couleurs qui est incroyable, il y a vraiment un rendu qui est fou. On est sur une optique qui est donc du 28 mm fixe, qu'on ne peut pas changer, avec une ouverture de f1.7, ce qui est quand même une très grande ouverture, avec un capteur de 60 mégapixels, ce qui permet, selon le vendeur en fait, d'aller chercher du crop. On peut même le simuler, le crop dans la caméra, pour avoir des équivalents sur du 35, du 50, du 70, voire même du 90 mm, parce qu'on a énormément de pixels. On peut zoomer, toujours encore une fois selon Leica, très très fort dans ce boîtier. Ça c'est la promesse qui va derrière. On a effectivement uniquement un seul slot SD, ce qui est quand même, je trouve, la radinerie extrême dans un boîtier comme ça. Il y a des versions qui ont un disque dur interne, ça aurait été cool, avoir la carte plus un enregistrement interne, ça aurait été trop bien. Là pour le coup je trouve que c'est vraiment radin de pas avoir mis un deuxième slot, ou au moins un double enregistrement quelconque, parce que bah, on le sait très bien, la SD c'est pas fiable à 100%, ça peut toujours lâcher. Bref, voilà pour la partie technique. Au niveau des changements par rapport au Q2, on a un écran orientable. Petite nouveauté ici où on peut voilà, détacher l'écran qui était... orienter un petit peu l'écran. Alors, haut et bas, hein, on n'a pas un flip screen ni rien, quoi que ce soit. C'est vraiment juste le minimum syndical. Mais on peut saluer quand même l'intention qui est louable. En termes d'autofocus, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait chez Pana. Visuellement, vu qu'il y a une alliance entre Pana, Leica et Sigma, je pense que Panasonic n'est pas pour rien en fait dans l'autofocus du Leica, ce qui explique que l'autofocus ne soit pas incroyable. Voilà, c'est pas foufou. Autant vous dire que faut pas non plus vouloir faire de la photo de sport quoi avec ça. Ça c'est sûr et certain. Autre chose qui est un peu décevante, c'est notamment la gestion de la balance des blancs automatique. Bon, on shoot en gros, donc c'est pas très grave, c'est quelque chose qu'on peut rattraper, c'est rien de rédhibitoire, mais moi je me suis retrouvé dans plein de situations en fait à avoir une balance des blancs complètement dans les choux par rapport aux situations que je voulais prendre en photo, et l'appareil mettait énormément de temps en fait à récupérer un petit peu cette balance des blancs et à la remettre sur quelque chose de normal. C'est pas très grave parce que on shoot en RAW comme je vous le disais, donc on peut rattraper ça. Mais encore une fois, pour un appareil à 6000 balles, c'est surprenant. C'est quand même
Ça devrait pas être là en fait, ça devrait pas exister. Je pense ce genre de petit défaut quand on paye ce prix-là pour un appareil qui, je rappelle, est un petit compact à optique fixe. Voilà, c'est pas non plus un truc incroyable, on va dire, à ce niveau-là. Ça, c'était mes premières impressions. Et au moment où j'ai déballé, où j'ai commencé à utiliser le Q3, ben, je savais vraiment pas si ça allait m'être utile, en fait. Si c'était un boîtier qui allait m'être utile au quotidien, et ce que j'allais vraiment en faire au final. Est-ce que j'allais m'en servir? Par contre, une chose dont je me sers régulièrement et qui est vraiment utile, c'est le sponsor de cette vidéo qui est Motion Array. Motion Array, c'est vraiment le couteau suisse du filmmaker à un prix vraiment raisonnable. On y trouve des animations, des plugins, des effets, du stock footage, de la musique. Mais ici, ce qui m'a intéressé dans cette vidéo, c'était d'aller chercher des fonds animés. Ici, je voulais un fond avec une animation type papier. Donc j'ai tout simplement tapé dans le moteur de recherche qui est hyper performant, paper, et puis j'ai ajouté le mot-clé background et j'ai trouvé mon bonheur pour pouvoir vous afficher les photos avec un fond qui soit attrayant. On peut aussi trouver tout un tas d'autres animations et de fonds ou des overlays, comme des overlays un peu vintage, qui vont rajouter un effet film ou un effet pellicule. Bref, il y a vraiment de quoi se faire plaisir sur Motion Array. En plus de ça, si vous passez par le lien qui est dans ma description, vous avez 50 $ de réduction sur votre abonnement. Donc aucune raison de se priver d'un site qui va vous permettre d'avoir tous vos assets réunis dans un seul et même endroit. Là, contrairement à Leica, c'est vraiment pas cher et de très bonne qualité. Tous les liens sont en description, je vous laisse aller voir. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais revenons à nos moutons, revenons à notre petit appareil photo ici, pour savoir ce que dans les faits j'en ai fait, ce à quoi il m'a servi et en fait à répondre à cette question de l'utilité. Alors à quoi il m'a servi? Déjà à faire du behind the scene, du making of, prendre en photo en fait tout ce que vous pouvez voir notamment en story sur Insta, quand on travaille avec Marie, quand on va quelque part, je l'emmène en fait toujours ou quasiment toujours avec moi. Le truc très cool, c'est qu'en termes d'encombrement, il passe très bien, même à l'avoir autour du cou en fait, on fait un peu touriste et c'est très bien et moi ça me va. En fait j'ai pris très vite l'habitude de l'amener avec moi partout, en fait dans mon sac, je le glisse systématiquement, quel que soit l'endroit où je vais. Je l'ai avec moi parce que je me dis potentiellement il y a peut-être une petite photo sympa à prendre et je l'ai avec moi plutôt que mon smartphone qui va me faire une photo de smartphone. Voilà. Et donc j'ai pris l'habitude en fait déjà de prendre des photos régulièrement, de plein de petites choses juste voilà pour le plaisir en fait de prendre de la photo avec un appareil qui fait une image qui est vraiment, alors là pour le coup très typée et à mon sens très qualitative. En plus de ça, j'utilise énormément l'application Leica qui je trouve est très bien foutue pour faire le transfert de photos. C'est-à-dire que en fin de journée ou après que j'ai fait mes photos, hop, je prends mon téléphone ou mon iPad, je me connecte en Wi-Fi au boîtier et je récupère mes photos, enfin je fais un petit tri, je récupère la photo qui m'intéresse, je la bascule directement sur Lightroom parce que dans l'application Leica il y a un petit bouton Lightroom pour basculer la photo depuis l'appli jusque dans Lightroom et faire les retouches, un petit preset, voilà, rien de foufou et un petit rattrapage et en fait ça a un côté très ludique. Très facile, très comment dire, une expérience utilisateur qui est très fluide, sans avoir à sortir la carte et sans avoir à se prendre la tête. D'ailleurs, petite anecdote, le case ici en cuir Leica, qui m'a gentiment été offert par Marie, ne permet pas d'avoir accès, hop, je vais y arriver, hop, ne permet pas en fait d'avoir accès au slot SD. Voilà, on n'a accès qu'à la batterie. Donc la partie Wi-Fi est encore plus importante quand on a ce petit étui qui est ma foi fort joli. Voilà, petite subtilité ou petite merde, donnez-nous l'accès en fait à la carte SD si on veut la sortir, c'est pratique sans avoir enlevé l'étui. Pourquoi les gars, pourquoi qui s'est pas dit le truc? Bref, un autre truc dont je voulais vous parler que j'ai pareil, ça n'a strictement là pour le coup rien à voir avec la qualité de l'appareil, mais on peut les customiser légèrement, genre le bouton en fait, j'ai un petit bouton custom pour le déclencheur, ce petit étui, j'ai mis une jolie sangle dessus, je m'amuse en fait à customiser cet appareil, voilà, le rendre un petit peu plus personnalisé. Aucune incidence sur la qualité des photos ou sur l'ergonomie ou sur quoi que ce soit, juste petit kiff. En fait ça on peut le faire avec n'importe quel appareil photo, on est d'accord, hein, mais je trouve qu'il est agréable en fait à customiser. Voilà, c'était tout pour l'expérience utilisateur. Maintenant on va en venir au verdict. Est-ce que cet achat était utile? Est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Je vais vous dire un petit peu tous les points positifs comme négatifs et arriver vraiment à cette conclusion de savoir si ça valait le coup ou pas. Alors, première chose, vous l'avez je pense compris dans cette vidéo, j'adore vraiment le rendu des photos. J'adore le look
qu'on a avec cet appareil-là. J'adore l'utiliser. Vraiment, c'est un grand kiff là-dessus. Et cette vidéo, je n'ai pas sponsorisée par Leica ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, c'est un grand kiff. Est-ce que c'est biaisé par le fait que ce soit une marque de prestige ? Peut-être. J'ai pas eu le Fuji entre les mains, le X106. Je ne l'ai pas eu entre les mains, je peux pas vous faire une comparaison. Peut-être que je ferai justement une comparaison entre les deux, voir s'il y a autant de plaisir, c'est fort probable. Maintenant, est-ce que ça vaut 6000 balles? Alors, pour la petite histoire, je ne l'ai pas payé 6000 balles parce que j'avais de l'affiliation, des revenus d'affiliation chez IPLN que j'ai utilisé. Voilà, je les récupère pas, les sous de l'affiliation, ça me sert à acheter du matériel. Je l'ai utilisé pour acheter ce matériel-là. Ils m'ont aussi fait de la reprise de matériel que je n'utilisais pas. D'ailleurs, en tout et pour tout, pour être transparent, ce Leica, il m'a coûté moins cher qu'un Fuji X106. Voilà, donc pour vous dire, j'ai pas pris un grand risque en l'achetant. Est-ce que je l'aurais acheté si j'avais dû le payer plein pot? Franchement, non. J'en ai pas une utilité particulière, c'est pas hyper rentable, je serais parti sur un Fuji. Ça, c'est sûr et certain. Mais tout ça pour vous dire, l'intérêt de cette vidéo, c'est déjà prenez le boîtier qui vous convient. Si celui-là vous le kiffez et que vous avez 6000 € à mettre dedans, prenez-le. Vous pouvez pas vous tromper. C'est une très bonne machine, ça fait des photos incroyables. C'est pas forcément mieux qu'un Fuji. C'est pas forcément mieux que n'importe quel autre. Le principal, c'est d'avoir un boîtier qui vous convienne. Mais tout ça pour vous dire que le boîtier, à mon sens, le form factor, certains boîtiers peuvent aussi donner un regain d'envie, donner un côté ludique en fait à la prise de photos, au fait de faire des images. Et ce boîtier, pour moi, à tort ou pas, on s'en fout en fait, mais m'a donné en fait ce côté ludique, ce côté amusant de la photo, m'a donné envie de faire de la photo en fait, tout simplement, parce que je fais de la vidéo en temps normal, je me suis jamais considéré comme photographe. Bah, depuis que j'ai ce boîtier, je fais de plus en plus de photos et je me considère aujourd'hui comme aussi photographe, pas que vidéaste, mais parce que j'ai trouvé cette passion, cette envie grâce à un outil particulier qui est pour moi simple d'utilisation, qui est minimaliste, que j'ai envie de prendre avec moi tout le temps, avec lequel j'ai envie de créer et qui m'a permis en fait de m'éclater et de me sentir libre dans la création de photos. Après, si c'est le genre de boîtier qui n'est pas du tout dans votre budget, vous pouvez aller voir de ce côté ici. Là, c'est vachement moins cher et c'est très intéressant également, peut-être même plus intéressant.